Yves-Marie Bercé est directeur honoraire de l'École nationale des chartes, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, historien moderniste. Il a été longtemps professeur à la Sorbonne, à Paris 4. J'ai eu la chance d'avoir Yves-Marie Bercé comme directeur de l'école au moment où j'y étais élève. Donc je profite aussi de cette introduction pour présenter plus largement ses travaux. Donc Yves-Marie, vous êtes un spécialiste reconnu, ultra reconnu, même dirais-je, des pouvoirs, de l'histoire des pouvoirs et de la société française et italienne de l'Ancien Régime et plus précisément du XVIIe siècle. Vous avez publié un nombre incalculable d'ouvrages, mais j'en citerai parmi les derniers parus quelques-uns. Donc en 2018, un ouvrage intitulé « Esprit et démons, histoire des phénomènes d'hystérie collective ». En 2021, vous avez fait paraître à nouveau un que sais-je sur l'Ancien Régime et surtout en octobre dernier, un ouvrage que vous avez dirigé qui s'intitule « La violence au village, 16e, 19e siècle ». Alors je crois qu'on a en commun, Yves-Marie, en fait l'étude des mouvements de contestation, d'opposition à la construction monarchique d'ancien régime, la monarchie, l'État moderne. Je suis pour ma part médiéviste, mais je crois que, enfin, vous avez en particulier travaillé sur les requêtes, sur les plaintes, sur les procès aussi. Ce sont des thématiques qui nous unissent. Alors ce soir, on en est un petit peu loin, quoique, avec une conférence assez spécifique qui porte sur Joseph-Marie de Gérando. Joseph-Marie de Gérando, dont c'est cette année, on est encore pour quelques jours en 2022, cette année 2022, le 250e anniversaire de la naissance, puisque Joseph-Marie de Gérando est né en 1772, décédé en 1842. C'est un personnage, un parcours extrêmement intéressant et auquel nous avons une reconnaissance particulière ici à l'École nationale des chartes, car Joseph-Marie de Gérando est précisément celui qui a eu, en ce début du 19e siècle, peu avant la naissance de l'École des chartes, l'intuition, l'initiative d'une école d'érudition qui reprendrait les travaux des publications savantes des académies d'Ancien Régime interrompues par la Révolution. Et ce fut l'une des origines, ce projet, sa réflexion, de la naissance en 1821 de l'École nationale des chartes, l'École royale des chartes à l'époque, puisqu'elle a été fondée sous la Restauration et plus précisément sous Louis XVIII. Donc, son parcours, ses curiosités intellectuelles sont tout à fait fascinantes. Je dirais qu'elles sont à l'origine de ce qui constitue encore aujourd'hui les deux piliers de l'enseignement de cette maison. Celui des langues, puisque nous sommes une école où on fait une grande part au latin et aux langues anciennes en général. Je crois que c'est l'une des rares écoles où on allie des enseignements poussés en latin de toutes les périodes et des enseignements en philologie française, latine, occitane, donc une réflexion véritablement sur les langues et les dialectes. Et ça rejoint précisément l'un des thèmes de prédilection de Joseph-Marie de Gérando. Et puis, deuxième pilier de l'École des chartes, qui est l'histoire. L'histoire, évidemment, mais qui passe, on le sait, justement, dont l'appréhension passe par des textes qui ne sont accessibles que si l'on maîtrise véritablement les langues, les dialectes. Donc, à travers les centres d'intérêt du baron de Gérando, eh bien, nous avons véritablement, au-delà de ce projet de fondation d'une école d'érudition, l'ensemble du programme scientifique de formation et de recherche de l'École des chartes qui se dessine véritablement. Mais tout ça, nous allons le découvrir plus précisément ce soir grâce à vous, Yves-Marie Bercé, à travers cette figure véritablement originale et séduisante qui est celle de Joseph-Marie de Gérando, à laquelle vous avez déjà consacré d'ailleurs
Je me permets de le dire et ensuite je me tais parce que je suis déjà trop longue. Mais un très bel article, un très beau chapitre de l'ouvrage qui est paru en 1997 sur l'histoire de l'école des Chartes, ouvrage qu'a prolongé l'ouvrage collectif que nous avons fait paraître l'an dernier, donc en 2021, à propos du bicentenaire de l'école, hein, mais nous n'avions pas jugé nécessaire de reprendre en particulier le très beau chapitre que vous aviez livré dans cet ouvrage de 1997, vu le caractère extrêmement complet d'ores et déjà de ce chapitre, dont nous l'avons évidemment utilisé et cité comme il se devait dans l'ouvrage de 2021. Mais ce soir, je crois que par rapport à cette thématique, cette histoire du personnage que vous connaissez bien, vous nous apportez aussi, Yves-Marie Bercé, quelques considérations nouvelles, et c'est ce qui sera l'objet donc de la conférence de ce soir, dont je me réjouis tout particulièrement, et je vous en remercie infiniment, parce que je sais que nous allons tous nous régaler, à vous entendre donc pendant à peu près 1 heure, et ensuite nous aurons le loisir d'échanger avec vous sur cette thématique. Merci, encore un grand merci pour cette conférence, et à tout à l'heure après vous avoir entendu pour les échanges. Bien, merci Michel, merci Madame la directrice d'avoir bien voulu introduire ce propos. Et c'est vrai que nous avons beaucoup de points communs, administratifs et intellectuels, et qu'on va essayer je vais essayer d'être fidèle à cette trajectoire et à l'ensemble d'idées que vous avez développées pour rendre hommage à Joseph-Marie de Gérando. Alors je suis un peu confus, intimidé, parce que je sais que je parle devant quelques-uns des membres de la famille, des nombreuses familles qui sont issues, je dirais, de la postérité de Joseph-Marie de Gérando, et qui sont certainement infiniment plus savants et exigeants que je ne saurais l'être sur la biographie et la carrière et les idées de ce personnage. L'idée d'une école chargée de découvrir les plus anciens textes du passé de la France est due, comme vous savez, à Joseph-Marie de Gérando. Lui-même n'était pas du tout connaisseur du Moyen-Âge. Il était philosophe, juriste, penseur chrétien, bienfaiteur social. Ses centres particuliers d'intérêt étaient l'origine des langues, et plus spécialement la littérature allemande de son temps. Il s'engageait résolument dans les œuvres de secours aux enfants pauvres et dans les méthodes d'éducation des sourds-muets. Son abondante production philosophique a fait l'objet d'études récentes qui sont présentées ici, de recueils de travaux de philosophes, plus généralement d'historiens de la philosophie. Analyse intellectuelle, examen de sa place originale dans les courants de pensée de son époque. Je souhaite aujourd'hui éclairer d'autres aspects moins observés, moins connus de sa carrière et de sa personnalité. Le propos de ce soir serait plutôt se limitera à retracer des épisodes aventureux romanesque de sa biographie, à présenter aussi la figure de son épouse et à résumer des entreprises qui lui tenaient le plus à cœur, celles de bienfaisance et de lutte contre les misères sociales de son époque. Joseph-Marie de Gérando naquit le 29 février 1772 à Lyon, où son père était architecte de la ville. Fils cadet, il était destiné à un état ecclésiastique. Il fut d'abord élève des oratoriens, puis du séminaire Saint-Irénée, qui était tenu par les sulpiciens. Il y contracta des amitiés durables, notamment avec Camille Jourdan,
fils du recteur de l'Hôtel-Dieu de Lyon et neveu du riche négociant dauphinois grenoblois Claude Perrier, qui est le grand-père du Premier ministre de Louis-Philippe, Casimir Perrier. Gérandeau aurait dû poursuivre sa formation cléricale à Paris à l'automne 1792, mais les massacres des premiers jours de septembre le firent demeurer à Lyon, où il s'essayait, avec son ami Jourdan, dans l'année 1793, à composer des écrits politiques contre la constitution civile du clergé. Lorsque la ville de Lyon s'insurgea contre la convention montagnarde, les deux jeunes gens, Gérandeau et Jourdan, furent enrôlés dans les troupes des habitants levés à l'approche d'une armée de répression. Le commandement de la garde nationale lyonnaise avait été demandé à Percy de Perrin, qui avait été officier de la garde constitutionnelle de Louis XVI et qui était retiré à Semur-en-Brionnais et que les délégués de Lyon sont allés chercher pour le mettre à la tête de la garde nationale lyonnaise. En septembre 1793, Percy organisa des sorties de cavalerie pour tenter de retarder le blocus de la ville. Au cours d'un de ces raids, dirigés sur le Forez, Gérandeau fut blessé, reçut une balle à la jambe, fut fait prisonnier, était promis à la mort. Il fut exfiltré grâce à des relations inconnues. Là, je ne sais pas très bien comment les détails de sa survie. Il semble qu'il soit resté 3 mois environ dans un cachot et que des personnalités qui étaient sans doute en relation familiale avec lui et qui étaient dans le champ conventionnel l'ont exfiltré, c'est un mot à la mode. Il réussit en tout cas à passer à Genève, où étaient réfugiés plusieurs centaines de prêtres réfractaires dans la capitale protestante. Ensuite, il va errer dans divers cantons suisses, à Berne, à Fribourg, dans le Valais. Puis, il va trouver refuge à Naples, où son frère aîné tenait une maison de commerce. Il y séjourna plus d'1 an, solitaire, employant ses journées à lire et à compléter son instruction philosophique, car en fait, il avait assez peu fait d'études régulières. En juillet 1795, après le 9 Thermidor et la chute de la montagne, Jourdan revenait, son ami Camille Jourdan revenait d'Angleterre, où il s'était réfugié, Gérandeau revenait de Naples, et ils revinrent l'un et l'autre à Lyon et renouèrent leur amitié. Aux premières élections du Directoire, Jourdan fut élu député de Lyon à l'Assemblée des 500. Et il s'est fait remarquer dans les débats par son engagement à la défense des prêtres réfractaires. Le coup d'État jacobin de Fructidor, le 4 septembre 1797, obligea les deux amis, qui avaient été prévenus la veille, à quitter Paris, à s'exiler de nouveau pour échapper, dans le cas de Jourdan, c'était évident, à la déportation en Guyane. Ils partirent pour Bâle, puis pour Tübingen. Gérandeau, s'étant procuré un passeport de canton suisse, pouvait traverser le pont de Kehl pour aller en Alsace, à Colmar. Pourquoi aller à Colmar? Il était attiré là par la réputation d'un cercle intellectuel animé par Gottlieb Friedrich Pfeffel, c'est-à-dire Théophile Frédéric Pfeffel. Ce vieux savant, aveugle depuis là une vingtaine d'années, était célèbre dans les États allemands, enfin de l'ouest de l'Allemagne, pour avoir dirigé de 1773 jusqu'à 1792 une académie militaire
qui accueillait en 1792, lors de sa fermeture, quelques 300 collégiens, pensionnaires, originaires de familles de l'aristocratie de langue allemande luthérienne. Pfeffel écrivait des fables, il était célèbre pour avoir composé des fables en dialecte, et il était surnommé, il gardait le nom aujourd'hui, pour autant qu'il fût connu, de La Fontaine de l'Alsace. En 1798, avec l'évolution des événements, les retours d'émigration étaient beaucoup plus nombreux et facilités. Gérando s'enrôle à ce moment-là dans un régiment qui avait été mis en garnison à Colmar, le 6e régiment de chasseurs à cheval. Il avait été cavalier aussi à Lyon déjà. Il y était simple cavalier lorsqu'il apprit, en lisant les feuilles publiques, un avis du lancement d'un concours de l'Institut sur un thème philosophique à la mode. Alors je vous lis le texte du programme de ce concours. Quelle est l'influence des signes sur la formation des idées? Comment se forment les idées? Comment se forment les signes? L'art de penser serait-il parfait si l'art des signes était porté à sa perfection? Dans les sciences où la vérité est reçue sans contestation, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui les sciences exactes, n'est-ce pas à la perfection des signes qu'on en est redevable? Dans celles qui fournissent un aliment aux disputes, c'est-à-dire les disciplines littéraires, le partage des opinions n'est-il pas un effet nécessaire de l'imperfection des signes? Y a-t-il quelque moyen de corriger les signes mal faits et de rendre ainsi toutes les sciences également susceptibles de démonstration? L'école de pensée dominante était le sensualisme de l'abbé de Condillac dans son traité des sensations, 1754. Toute idée est une sensation transformée. À l'origine, ce sont les sensations, et tout ce que nous pouvons composer dans l'esprit résulte de notre perception de l'environnement. Penser, c'est sentir. L'étude d'une science se borne à apprendre une langue, les signes de cette science, qui compose cette science. Une science bien traitée n'est qu'une langue bien faite. Le programme du concours avait été rédigé dans cette orientation, où le signe engendre l'idée, où la parole suscite la pensée. Ça, c'est la vie de Condillac, c'est le sensualisme. Gérando critiquait un tel programme du savoir où la forme précède le fond. Condillac, écrit-il, a su dire ce que les signes sont à notre esprit, mais il n'a point dit ce que l'esprit est aux signes et comment l'esprit agit sur les signes et les compose. Gérando prenait l'exemple de Lavoisier, qui avait analysé des corps simples, l'air, l'eau, et à partir de cette analyse, construisait une nomenclature, un vocabulaire chimique, c'est-à-dire un nouveau code de signes. Il concluait, il ne faut pas dire que la science est seulement une langue, il faut dire plutôt qu'une science comme la chimie construit sa langue particulière et que la langue sert à faire comprendre cette science. Alors, les historiens de la philosophie ont commenté les postulats sensualistes ainsi que leurs critiques par Gérando
leurs débats échappent à ma compétence. Vous en avez un exemple là d'un colloque récent, et je ne m'avance pas plus loin dans cette interprétation. À son couronnement par l'Institut, son jeune âge, sa modeste situation étonnèrent. Lucien Bonaparte, on était après le 18 Brumaire, Lucien Bonaparte, alors ministre de l'Intérieur, le recruta aussitôt à la tête du Bureau des Arts et du Commerce, qui était une partie du ministère de l'Intérieur. Gérandeau transforma le mémoire qu'il avait rédigé pour le prix en un livre de 4 volumes paru en 1800 ou 1801. Il écrivait sans cesse, il était invité partout, il participait à toutes les initiatives intellectuelles qui se multipliaient à Paris dans les années enfin stables, enfin pacifiques du consulat. Peu de temps. Ainsi, il fut l'un des fondateurs de la Société pour l'encouragement de l'industrie nationale, sorte de filiale du ministère. Il s'associait aussi à la renaissance de la Société philanthropique. Cette association avait été créée en 1780 sous Louis XVI. Elle avait été étouffée pendant la période de la Révolution. Elle reprenait ses activités de recherche, d'invention des moyens de secourir les pauvres et de distribution pratique d'aumônes, de repas populaires, d'ouverture d'asiles d'enfants. On y trouvait Mathieu, alors dans cette société, Gérandeau, Mathieu de Montmorency, Pastoret, un très grand nombre dont des idéologues, c'est du courant d'idées qui étaient très vivaces, qui surgissaient à cet instant. Gérandeau fut aussi l'un des premiers membres de la Société des observateurs de l'homme, oui, Société des observateurs de l'homme, qui sont aujourd'hui considérés comme des pionniers de l'anthropologie contemporaine. Ces observateurs, ces idéologues se proposaient, c'était le terme idéologue, se proposaient d'explorer les mœurs, les usages, les langues des peuples sauvages qu'ils considéraient comme pouvant être les survivants, les témoins des plus anciens âges de l'humanité. La Nouvelle-Guinée, les îles de l'Indonésie pouvaient être le premier modèle élémentaire, si vous voulez, de l'humanité, celle qui se rapprochait le plus des premiers hommes et dont on allait apprendre par leur langage la première forme d'expression humaine. Dans le cadre de cette société, Gérandeau fut significativement un des experts mandatés pour examiner l'enfant sauvage de l'Aveyron. L'enfant sauvage de l'Aveyron, c'est en 1800, dans le canton de Laconne, qui est au sud de l'Aveyron, à la limite du Tarn, on a trouvé un enfant qui survivait, qui avait 4 ou 5 ans environ, qui était élevé par des bêtes sauvages et qui... Alors on a ramené à l'Institut, on essayait de le faire parler. Alors ces grognements étaient là aussi peut-être les premiers balbutiements d'une langue humaine. On avait convoqué Gérandeau, Cuvier et toutes les personnes les plus illustres de l'époque pour essayer de le faire parler et on n'a rien tiré. Alors au bout de 2 ou 3 années, on avait laissé le pauvre garçon qu'on avait baptisé Victor en pensant qu'il était victorieux de l'ignorance. On l'a laissé à l'hospice des sourds-muets, où il était chouchouté par la concierge de l'Institut. Après, on n'en a plus parlé. Alors, Gérandeau était un des experts. Il était aussi chargé de fournir aux navigateurs des programmes de questions à poser aux indigènes des pays inconnus, les plus exotiques, les plus lointains. C'est là, vous avez, vous voyez, les diverses méthodes à suivre dans l'observation des peuples sauvages.
En 1804, il était promu secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur n'est pas à confondre avec le ministère de l'Intérieur aujourd'hui. Le ministère de l'Intérieur aujourd'hui, nous on pense à l'ordre public, il y avait un ministère de la Sécurité. Le ministère de l'Intérieur, c'est s'occuper de 4 départements: instruction publique, culte, travaux publics, agriculture. Gérando, à sa tête du ministère, disposait donc dans le gouvernement impérial de prérogatives considérables. En 1805, il fut élu à l'Institut dans la classe Histoire et littérature, qui devait plus tard reprendre le nom d'Académie des inscriptions et belles-lettres. En 1806, il était nommé maître des requêtes au Conseil d'État. Il allait y siéger pendant 36 ans. Il devait sa nomination à une distinction personnelle de l'empereur, qui avait remarqué son inventivité d'administrateur. En effet, l'extension territoriale de l'Empire français en 1806, le principe d'unité des lois et des institutions, nécessitait l'envoi dans les départements nouvellement créés de missions de juristes et de fonctionnaires d'autorité qui auraient à assurer la transition des étapes de passage depuis les règles des souverainetés précédentes jusqu'aux innovations et bouleversements qu'exigeait la centralisation française. Il s'agissait d'imposer le code civil, la constitution civile du clergé, la conscription, les thèmes de fiscalité, tout ensemble, ce qui représentait les codes français de ce temps. Gérando fut l'un des principaux responsables de ces types de conciliation prudente et de réformes forcées. Dans la Toscane, annexée en 1808, partagée en départements, il était chargé d'implanter les institutions françaises avec leurs spécificités fiscales, judiciaires, militaires et autres. La Toscane comprenait le département de la Méditerranée, chef-lieu Livourne, le département de l'Arno, chef-lieu Florence, et le département de l'Ombrone, chef-lieu Sienne. Il dirigeait pareillement des réformes imposées à l'université de Turin, à une autre occasion, à des usages juridiques de la région génoise. En mai 1809, l'empereur décida la suppression des États pontificaux, leur réunion à l'Empire et leur division en 2 départements, le Trasimène, chef-lieu Pérouse, et le Tibre, ou le Rhôme, chef-lieu Rome. Une consulte de 5 membres était chargée de l'opération. Le pape Pie VII avait été fait prisonnier et déporté à Savone, sur la Ligurie, sur la côte génoise. Les étrangers, les artistes, les grandes familles aristocratiques avaient quitté la ville en panique. Dans cette consulte, le général Miolis était chargé de l'ordre public. Gérando avait autorité sur les travaux publics et le commerce, les beaux-arts et l'instruction. Il fut en charge pendant 2 ans, ayant à coopérer bientôt avec le préfet Camille de Tournon. Alors, ils sont tous les 2 assez curieux, puisqu'ils ont été recrutés, parce qu'ils sont l'un et l'autre profondément catholiques, 2 sentiments royalistes l'un et l'autre. Camille de Tournon deviendra, en 1815, préfet de Bordeaux. C'est lui qui a fait construire le pont de Pierre à Bordeaux, le Grand Théâtre à Bordeaux. L'activité de Gérando porta sur les travaux de drainage, construction de canaux et routes des marais pontins, un travail de très longue durée, séculaire, les dragages du cours du Tibre vers son estuaire, le bon fonctionnement des hôpitaux, des monts-de-piété et des prisons. Il fonda une société d'archéologie qui n'existait pas jusque-là,
qui tint sa première séance en novembre 1810 dans le Trastevere, au palais Corsini, qui était le siège de la Consulta. Aujourd'hui, c'est à côté du ministère des Affaires étrangères italien, la Farnesina. Cette société survécut, elle est appelée Académie pontificale d'archéologie. Après 1815, elle fut présidée par le peintre Canova. Elle est vivante encore aujourd'hui. Gérando tenait aussi à aller saluer toutes les instances savantes de Rome, l'Académie de Saint-Luc, l'Académie de peinture, et l'Académie Adelin Cei, qui existe encore aujourd'hui, qui est l'Académie de toutes les sciences italiennes. Gérando s'opposait aux restrictions, interdictions, déportations, condamnations imposées aux prêtres qui étaient fidèles aux injonctions pontificales, au point que l'opinion de la rue s'étonnait qu'il ne fût pas, comme les clercs réfractaires, envoyé dans la forteresse alpine de Fenestrelle, qui est en Piémont, au pied des Alpes. Tournon et Gérando s'efforçaient tous deux de donner l'image l'image officielle d'un catholicisme concordataire et de réduire autant que possible les mesures répressives. Quittant Rome, Gérando se flattait de n'avoir reçu que 2 récompenses, un tableau du Pérugin, offert par l'université de Pérouse, qu'il avait réorganisé. Ce tableau a été légué au Louvre après sa mort, je n'ai pas su l'identifier, et un tableau d'un peintre espagnol néoclassique, Aparicio, qui était directeur de l'Académie espagnole de peinture à Rome, qu'avait protégé Gérando. Cette œuvre, la voici. Alors c'est Socrate donnant des leçons à un jeune homme, ce qui laisse augurer ça un peu les accusations qu'on portait contre Socrate. Enfin, ce tableau, en tout cas, est passé, a été donné ensuite, après la mort, je crois, de Gérando au musée de Lyon, sa ville natale. Il est passé récemment au musée Goya de Castres. En janvier 1812, un décret impérial rattacha la Catalogne à l'Empire. Les nombres des départements de l'Empire passaient ainsi de 130 à 134. Alors les 4 départements catalans, c'était le Montserrat, chef-lieu Barcelone, les Bouches de l'Èbre, chef-lieu Lérida, le Ségré, chef-lieu Puigcerdà, et le Ter, chef-lieu Girona. Des préfets et des sous-préfets allaient y être nommés, mais dans l'immédiat, 2 conseillers d'État, avec le titre d'intendant, étaient chargés de la transition administrative. Gérando devait gérer la Haute-Catalogne, c'est-à-dire la partie pyrénéenne, le Ségré et le Ter, où il prit résidence à Gérone. Les cadres administratifs ne furent en fait jamais complètement remplis. Les généraux français, siégeant à Barcelone, MacDonald, Suchet, puis Decamps, ne contrôlaient que les villes de garnison et les grandes routes pour permettre les passages de convois et les itinéraires de troupes. Des guérilleros parcouraient les campagnes. Gérando, cependant, se flattait de circuler sans escorte et de protéger partout la religion. Son plus grand mérite, aux yeux de l'historiographie catalane contemporaine, fut d'avoir imposé des traductions parallèles des lois et des formulaires administratifs en français et en castillan, certes, mais aussi en catalan. Et enfin d'avoir tenu à ce que la justice civile ou pénale fût rendue en catalan, seule langue comprise par les paysans. Il resta en fonction
jusqu'au printemps 1813, où le ministre de la Guerre, le duc de Feltre, rejeta les pourparlers que Gérando avait engagés avec les deux généraux espagnols, chefs de guérilla, et l'obligea à demander son rappel. Il revint à Paris, il revint au Conseil d'État, il se tint à l'écart prudemment des changements politiques. Il approuva l'abdication de Napoléon. Pendant les 100 jours, il aurait reçu une mission administrative dans la Moselle, mais il n'en reste en fait nulle trace. À l'été 1815, son ami Mathieu de Montmorency-Laval, agent du comte d'Artois, le fit confirmer au Conseil d'État. La sereine stabilité de sa fonction à travers les crises nationales des années 1814 et 1815 lui valut de figurer dans le pamphlet vengeur du dictionnaire des girouettes publié en 1815. En fait, il avait désormais renoué avec ses recherches originelles. Ce n'était pas un politique, hein. Il avait renoué avec ses recherches originelles pour, selon ses termes, servir la cause de la bienfaisance par l'administration. Il comptait parmi les créateurs de la société d'instruction élémentaire. Il s'associait avec son ami le banquier Delessert pour la création de la première caisse d'épargne. Il administrait l'institution royale des sourds-muets. Il travaillait à la conceptualisation d'une nouvelle branche de l'enseignement du droit, dont l'objet serait de conférer, de commenter les ordonnancements et les logiques des lois. Il donna ainsi les premières leçons de ce tout nouveau droit administratif à l'école de droit en mars 1819. Ce fut au cours de toutes ces innovations sociales et intellectuelles que prit place, le 22 février 1821, l'ordonnance créant une école dite des chartes, destinée à faire revivre l'étude des vieilles annales, à découvrir, lire, éditer, conserver les plus anciens textes du passé français. Alors, c'est le moment de vous montrer le portrait de Gérando. Là, je pense qu'il est dans les années 1820. C'est le portrait le plus répandu. Il a beaucoup de dignité. Alors, voilà un autre où il est un peu plus âgé, où il est, je dirais, un peu moins flatté. Alors, s'il a pu créer l'école des chartes, c'était grâce à l'amitié qu'il entretenait avec un éphémère ministre de l'Intérieur, le comte Siméon, un juriste provençal, royaliste, qui est chrétien, et qui avait été président de la première formation du Conseil des 500 pendant le Directoire, et qui fut ensuite, pendant le règne de Charles X, directeur des Beaux-Arts et auteur de la réorganisation de l'école des chartes en 1829. Donc ce comte Siméon, qui est souvent effacé, si on peut dire, dans l'histoire de l'école des chartes, a joué, je crois, un rôle peut-être plus important même que celui de Gérando. La restitution de la vie et des œuvres de Gérando ne peut pas s'arrêter là, et elle doit comprendre, et je vais essayer de vous parler maintenant de sa vie familiale et donc de remonter à ses années de jeunesse et d'exil à l'ouest de l'Allemagne. En 1797, Gérando et Jourdan, chassés de France, s'étaient établis à Tübingen et revenaient parfois clandestinement en Alsace. Ils étaient apparemment inséparables au point de se désigner eux-mêmes comme Oreste et Pylade. Voilà le portrait de Camille Jourdan, son ami fidèle.
L'aréopage que Gérando rejoignait à Colmar comprenait quelques charmantes jeunes filles. Habitaient au château de Schoppenwirth, près de Colmar, les sœurs Berkheim. Octavie, alors malheureusement je n'ai pas leur portrait, née en 1771, Henriette, née en 1772, et Amélie, née en 1776. Toutes les trois, belles comme des anges. Elles avaient été enrôlées dans le cortège de la déesse Raison, célébrée à Colmar, comme dans notre ville de France, en décembre 1793. La première à se marier fut la plus jeune, Amélie, qui épousa en 1797 le maître de forge Jean-Albert de Dietrich, fils du maire de Strasbourg, chez lequel Roger de Lille avait chanté la Marseillaise. Ce maire de Strasbourg fut guillotiné en octobre 1793 sur directive personnelle de Robespierre. Je suis perdu dans les filles. Amélie fut veuve en 1806. Elle était chargée de 7 ou 8 enfants. Et elle administra seule, jusqu'à sa mort en 1855, l'entreprise industrielle de Dietrich, qui exploitait les mines, enfin les fonderies de Niederbronn. Une autre fille Berkheim, Henriette, épousa en juin 1798 Augustin Perrier, fils du négociant grenoblois, propriétaire du château de Visil, ami d'enfance de Gérando, et comme lui, catholique exilé, et frère de Casimir Perrier, qui allait devenir Premier ministre de Louis-Philippe. Alors, Octavie épousa en 1798 Friedrich Georg Stein, officier du Royal Bavière, rescapé de la Terreur. Alors, ce personnage, intéressant, c'est extraordinaire, il se trouvait avec Louis XVI le 10 août 1792. Il l'a accompagné à l'Assemblée. Il est arrivé à s'extraire, à s'enfuir, à survivre dans Paris, caché, et à passer ensuite en Allemagne. Il était à ce moment-là militaire, il a combattu dans les troupes autrichiennes, et était de la cour de Saxe-Weimar. Alors, voilà les trois sœurs Berkheim. La meilleure amie des sœurs Berkheim s'appelait Marianne de Ratsamhausen. À 15 ans, elle avait perdu sa mère, Suzanne de Malzen. Elle avait deux tantes illustres, Caroline Charlotte, qui avait épousé rien moins que le prince de Württemberg, et Catherine de Malzen, dame d'honneur de la duchesse d'Assanie, qui était la compagne du dernier prétendant Stuart. Ces deux vieilles personnes habitaient dans des châteaux proches de Colmar. Restée seule, Marianne restait seule auprès de son vieux père, la voici, avait, après sa mort, été accueillie dans la famille Pfeffel. Mélancolique et solitaire, sans fortune, elle écrivait dans son journal intime « Il est peu probable que je me marie jamais ». Et puis un jour, elle rencontra Gérando, qui lui parla de philosophie, tandis qu'elle lui expliquait les mérites des auteurs allemands, Goethe, Schiller, Herder, le poète Klopstock et même Kant. Elle écrit dans son journal « Joseph est mon ami, je suis la sienne. Il s'applique à éclaircir mon esprit, à mieux asseoir mon jugement, à étendre mes connaissances. Il m'a tracé un plan d'études, des habitudes d'ordre et l'emploi de mes journées. Enfin, il veut être en tout mon instituteur. » Vers ce moment de leur rencontre, Gérando achevait justement sa réponse
au concours de l'Institut. Alors voilà, vous avez le portrait de cette jeune Marianne, appelée familièrement Annette. Voilà, donc Annette. Alors, quelle tête avait Gérando? Alors, sur Google Pictures, j'ai retrouvé une image qui semble vraiment être lui, parce qu'on reconnaît son long nez, sa tête assez verticale. Donc voilà, les deux tourtereaux. Gérando achevait à ce moment sa réponse au concours de l'Institut. Il avait besoin d'aide pour écrire sa dissertation d'une main élégante. Les demoiselles de la maison Pfeffel furent volontaires pour lui servir de secrétaire. Henriette Berkheim, Frédéric Pfeifel, la fille du vieux savant, et bien sûr Annette de Ratsamhausen. On peut indiscrètement suivre les amoureux pas à pas, car tous deux tenaient un journal intime et entretenaient une correspondance abondante. Journaux et lettres ont été publiés au XIXe siècle par les soins de leur fils. Il arriva une fois que les lettres de Tübingen accusassent du retard. Annette s'alarme, envisage de passer la frontière et d'aller voir si son ami n'était pas malade. « Vous seriez-vous douté, écrit-elle à une sœur Berkheim, qu'Annette, autrefois fille assez douce, très calme, maîtresse d'elle-même, serait transformée par un événement terrible qui la bouleverse d'un moment à l'autre, qu'il fait qu'elle ne se possède plus parce que les lettres lui manquent. » En 1798, ils échangeaient 3 lettres par jour. « Vos lettres sont pour moi un baume de vie. Elles sont à côté de moi sur votre portrait. Dès mon réveil, je les vois, je les lis. » Ces lettres de l'été 1798 commençaient par « Cher ami ». En septembre, l'adresse était devenue « Frère chéri ». Et enfin, « Mon bien-aimé ». Elle s'était convertie au catholicisme qu'elle qualifiait, puisqu'elle était luthérienne, le catholicisme qu'elle qualifiait de pur et éclairé. Ils se marièrent devant un prêtre réfractaire la nuit du 31 décembre 1798 à Riquevire, au sommet d'une crête des Vosges. Unie au meilleur des hommes, je suis sûre de me trouver partout heureuse à ses côtés, écrit-elle en février 1799 à la baronne Stein. Hélas, leur premier enfant, une fille nommée Fanny, mourut à 16 mois. Un an après, en 1803, ils eurent un fils, baptisé Gustave. Gérando, dit-on, s'était appliqué à écouter le babil des bébés et les premiers mots de son fils, écho peut-être du langage de nos plus lointains ancêtres. Bientôt établi à Paris. Alors voilà Marianne avec son fils Gustave. Bientôt établis à Paris, les Gérando étaient reçus l'été au château de Saint-Ouen par Germaine de Staël. D'autres fois, ils passaient l'été à Visil, chez les Perrier, ou encore à Clichy, chez Julie Récamier. Annette de Gérando, comme son mari, était associée ou présidente de plusieurs œuvres de charité, notamment en 1806, d'un hospice école de jeunes filles dans la paroisse Saint-Sulpice. En 1808, lorsque son mari entra au Conseil d'État, elle fut présentée à la cour impériale. Elle accompagna son mari dans ses plus longues missions à Rome, puis à Gérone. Voilà son portrait, je pense, à Rome, puisque c'est Saint-Pierre de Rome qu'on aperçoit dans le lointain par la fenêtre,
Donc là, ce portrait est daté nécessairement de 1810. Alors, à Gérone, les Gérondeaux recueillirent un enfant orphelin survivant du terrible siège de la ville en 1808, qui avait un siège par les Français qui avait duré 8 mois, était particulièrement sanglant. Cet enfant adulte restera attaché à leur service et c'est lui qui soignait Gérondeau, mourant dans ses derniers jours. Les Gérondeaux, à un moment, avaient résidé à Nogent-sur-Marne, dont Gérondeau fut élu maire. Après 1820, Madame de Gérondeau se trouva frappée d'une maladie douloureuse. Son mari acheta alors pour eux une résidence de banlieue verdoyante à Thiers, sur la route d'Orléans. C'est là qu'elle mourut d'un cancer du poumon, le 16 juillet 1824. À des dates rapprochées, Gérondeau perdit aussi ses plus vieux amis, Camille Jourdan en 1824, cette même année, et Mathieu de Montmorency en 1826. Toute l'attention de Gérondeau se porta désormais sur ses études sociales, sur les entreprises de bienfaisance, sur l'affection particulière qu'il accordait aux sourds-muets, dont les procédés de langage naturel ou codifiés demeuraient insatisfaisants, évoluaient constamment en suscitant inévitablement des recherches et des controverses. Il avait été, vous savez que c'est l'abbé de l'Épée qui, dans les années 1770-80, avait le premier envisagé un langage naturel, enfin de pantomime expressive pour les sourds-muets, avec une généralisation de ces langages dits naturels qui pouvaient varier, bien entendu, selon les langues, et qu'on trouvait aussi bien, mais avec des inflexions différentes, en Espagne, en Allemagne ou en Angleterre, et toujours vers les mêmes époques. Et on avait formé à l'époque, l'abbé de l'Épée avait formé des sourds-muets qui donnaient des conférences publiques de langage codé, avec un niveau intellectuel extrêmement élevé. Ceci dit, ce langage dit naturel était extrêmement limité pour l'expression d'abstraction et d'idées générales. Il fallait donc un jour ou l'autre passer par la construction de langages de signes artificiels. Et là, le mélange de la parole reconstituée, des langages de signes et des langages codés pouvait entraîner des constructions méthodiques extrêmement différentes. Et dans les années 1820, au moment où Gérondeau était gouverneur de l'Institut royal de sourds-muets, on s'apercevait que le langage naturel était une fausse piste et qu'il fallait justement généraliser, complexifier les langages codifiés, mais que ces codes évoluent tout au long du 19e et du 20e siècle et qui ils ont toujours suscité des controverses extrêmement violentes dont, si vous voulez, la virulence surprend quand on suit, enfin je ne vais pas vous faire l'histoire des langages sourds-muets, mais c'est d'une violence d'opposition qui est tout à fait étonnante. Alors, Gérondeau avait déjà pris conscience de ces conflits et ne se mêlait pas, c'est on peut dire des principes théoriques qui pouvaient être mis en cause. Son œuvre sociale majeure, la plus diffusée, la mise en application, fut son guide de charité intitulé « Le visiteur du pauvre ». L'Académie de Lyon, sa ville natale, avait mis en 1820 au concours un sujet provocateur, indiquer les moyens de reconnaître la véritable indigence, supposant qu'il y en a des fausses,
et de rendre l'aumône utile à ceux qui la donnent comme à ceux qui la reçoivent. Gérando, visiteur du pauvre, essayait de répondre à cette question. L'aumône aveugle, comme mettre des pièces d'or dans un tronc, et, selon Gérando, une charité imparfaite. Il faut connaître en fait la personne secourue, parler avec elle. Donner et recevoir est le secret de la vie du monde moral. Dans le geste de l'aumône, il y a deux partenaires, comme dans tout acte de bienfaisance, comme dans l'éducation d'un enfant, où il y a ses parents et l'enfant, ou l'entraide des époux, qui réunissent la force masculine et la tendresse féminine. Gérando tenait particulièrement à réfuter le traité de l'évolution de la population de Malthus. Malthus est de la même génération, à peu près. Son essai sur les variations de la population paraît en 1803 pour la première fois. Il est traduit en 1809 en français à Genève. Et l'idée générale donc, de Malthus, c'est que la croissance illimitée de la population entraîne nécessairement à terme des défauts, des insuffisances de subsistance, des famines, et qu'il faut donc restreindre la montée en puissance de la population, soit par une contrainte morale qui est la restriction de la procréation ou de la contraception, soit par la suppression de toute aide sociale qui ne fait que multiplier les indigents et les bouches inutiles. Donc, si vous voulez, Malthus se trouvait en contradiction flagrante avec les principes de morale chrétienne que défendait Gérando. Donc, il cherche à réfuter Gérando. C'est mal raisonné, dit Gérando, lorsque les acheteurs potentiels diminuent, si le nombre d'hommes diminue. Les employeurs auront tendance à réduire leurs dépenses et leur embauche. Inversement, si la population croît, ce que redoute Malthus, ce surcroît d'individus va se trouver à la recherche de travail et sera, par l'effet même du chômage, incité à inventer, à innover. C'est un peu paradoxal, mais enfin, c'est le contraire de Malthus. Gérando expose son expérience. En 1820, il a à sa charge 300 ménages parisiens très pauvres, qu'il examine personnellement. Et sur ces 300, 2 seulement sont véritablement au chômage. Les vrais miséreux, dit-il, sont des malades, des victimes d'accidents, des vieillards, des femmes solitaires surchargées d'enfants. Et il va très loin dans les mesures pratiques. Il cherche à trouver des emplois, des travaux pour ces personnes qui sont laissées sans aucun exercice, sans aucune possibilité de rémunération. Il cherche donc à leur trouver des emplois à leur portée. Une vieille femme peut être marchande de rue. Un invalide peut être gardien de porte. Et donc devenir utile et mériter une rétribution. Il revient aux visiteurs des pauvres, aux bénévoles qui s'engagent, si vous voulez, dans ce chemin de bienfaisance, d'identifier les impotents, d'interroger les voisins, de faire venir un médecin, d'assurer les repas, de payer le loyer de ces personnes totalement impotentes. Mais dans le cas de personnes aptes physiquement, mais dont les revenus sont insuffisants, par exemple un ouvrier sans travail, il est important à ce moment-là de se renseigner sur le prix du travail à la journée ou à la semaine, de questionner à cet effet les maîtres de métier, les employés,
les personnes susceptibles de donner de l'emploi, et d'interroger les enfants qui sont incapables de mentir pour éclairer quel est le statut, quelle est la situation d'une femme seule, veuvage, abandon, perte de séduction avec l'âge, embarras des nourrissons, tentation de l'argent facile, de la prostitution. Donc, il y a une enquête sociale que doit s'imposer le visiteur du pauvre, qui est de voisinage, de questions de sensibilité, de compassion et de clairvoyance. Une ordonnance royale de 1816 avait prévu des recensements réguliers des pauvres. Et ces décomptes étaient confiés aux dames et aux commissaires des bureaux de charité. Le dénombrement sur Paris en 1816 montait à 102 800 individus en dessous du niveau de pauvreté de survie. Les bureaux de charité distribuaient des soupes économiques. Alors c'était une recette médicale qui avait donné la composition des bouillons d'os et de pommes de terre. Peu cher et nourrissant, semble-t-il. Les bureaux des pauvres assuraient les rachats d'engagement d'objets au mont-de-piété et le règlement des arriérés de loyer. Ils évitaient la plupart du temps, le plus possible, de donner de l'argent, sauf dans ces cas d'urgence que sont les rachats au mont-de-piété et les arriérés de loyer. Gérando notait que la détresse frappait jusqu'à des veuves d'officiers, des commerçants, des avocats, des gens de lettres, des artistes, des militaires sortant des hôpitaux. Entre ces pauvres honteux qui se cachent, et puis les misérables les plus sordides, les visiteurs des pauvres devaient donc s'armer de compassion, certes, mais de clairvoyance. Il fallait, écrivait Gérando, recruter les visiteurs des pauvres parmi les personnes du monde, plutôt que compter sur des agents d'autorité qui seraient susceptibles d'être des agents de police et qui seraient nécessairement surchargés de travail. Et il citait, alors je vous donne des exemples des portraits de misère. Alors voilà justement ce qui paraît être l'entreprise d'un visiteur social, d'un visiteur des pauvres qui apporte des provisions à des malheureux logés dans un galetas. Alors j'aurais pu choisir, j'ai recherché ça dans Google Pictures. J'avais recherché aussi, j'aurais pu en trouver d'autres, plus éloquentes encore, dans les illustrations des mystères de Paris d'Eugène Sue. Gérando citait des amis, hommes ou femmes, qui l'avaient convaincu de le suivre dans ses visites. Et il donnait les noms, les adresses des pauvres qu'il avait secourus, sans crainte, disait-il, d'indiscrétion, sachant que ces malheureux ne liraient jamais son livre. Voilà encore une autre scène de misère. Les enfants retenaient bien sûr sa plus vive attention. Gérando fournissait des données statistiques effrayantes. Il y avait eu sur Paris, en l'année 1822, 5274 abandons d'enfants, sur Paris seulement, intramuros. Les rapports du Conseil général des prisons constataient une énorme majorité d'illettrés dans la population carcérale, dans l'ensemble de la France. Gérando dénonçait l'avidité de certains fabricants qui abusent des forces des petits-enfants. On les exténue de fatigue. On ne leur laisse le temps ni d'aller à l'école, ni celui de prendre du repos. Il avait ici des types d'emplois. On donne à des petits-enfants 2 à 3 francs par jour
pour ramasser des eaux qui servent pour des fabriques de charbon animal. D'Angleterre venait l'adoption d'une loi limitant les tâches imposées aux enfants dans les manufactures et les mines. Gérando espérait qu'en France, on n'aurait pas besoin de loi et que le poids de l'opinion et de son bon sens suffirait pour arrêter le mal de l'exploitation des enfants dès sa naissance, la naissance du mal. En face de ces fléaux, la Société pour l'instruction élémentaire, qu'il soutenait donc avec Mathieu de Montmorency, Pastoré, cette société prônait l'efficacité de l'éducation populaire. Il importait de convaincre les pères de la nécessité pour leurs enfants d'apprendre à lire, écrire et compter, et à cet effet de les envoyer à l'école au moins jusqu'à l'âge de 7 ans. 2 ou 3 ans suffiraient, estimait Gérando, pour leur communiquer, leur faire apprendre des connaissances essentielles, comme le dessin linéaire, les poids et mesures et le catéchisme, qui permettraient, lorsque ces connaissances seraient acquises, d'obtenir ensuite un contrat d'apprentissage. Des livres simples seraient distribués qui enseignent les plus évidents phénomènes de la nature, l'histoire de leur pays, des conseils et guides pour les petites affaires qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie, les précautions de santé, les secours et les remèdes les plus courants. Pour les adultes, il était proposé de constituer des écoles qui existaient déjà, en petit nombre, mais qui allaient se développer, des écoles à ouvrir pendant les soirées d'hiver ou les dimanches. Et Gérando citait des exemples personnels d'ouvriers, un ouvrier paveur, devenu piqueur et conducteur de travaux, qui était parvenu, grâce à l'école du dimanche, à doubler son salaire. Le visiteur du pauvre, le livre donc, eut un très grand succès. Il fut sans cesse réédité, diffusé, cité, mis en œuvre. Je vais m'arrêter là. Au long de sa carrière, vous avez pu constater que Gérando, alors j'ai pas énuméré tous les honneurs qui lui étaient impartis. Il a été membre de la Chambre des Pairs, conseiller d'État, grand officier de la Légion d'honneur, et il était compris, salué et apparemment dépourvu d'ennemis. Et il semble, pour autant que j'ai essayé de vous le montrer, qu'il méritait effectivement l'estime que lui accordaient ses contemporains. Alors, si vous voulez me poser des questions. Oui. Je voudrais tester une hypothèse audacieuse, mais d'une certaine façon, vous avez tendu la perche en parlant des mystères de Paris. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas supposer que Gérando, puisqu'il a vécu un peu en Allemagne et qu'il a une vie aventureuse, aurait inspiré Rodolphe de Gerolstein, qui est le héros même de ces mystères de Paris et qui est bon à... Chronologiquement, c'est possible, effectivement, d'après les dates. Oui, oui. J'ai aussi, mais on peut pousser le rapprochement jusque-là. Je ne sais pas, je ne voudrais pas le faire, mais bon. Ouais, vous voyez, je l'avais fait implicitement, puisque j'avais l'illustration. Surtout le nom Gère, oui, Gerolstein. Tout à fait. Non, mais j'avais pas songé à ça, mais pourquoi pas. La modernité de Gérando que vous avez exposée là m'a beaucoup frappé. Oui. Parce que pour moi, ce sont les problèmes sociaux que nous avons à résoudre actuellement et nous cherchons toujours les solutions. Oui, et ce qui est frappant chez Gérando, c'est que ce n'est pas seulement un théoricien. Il a vraiment des exercices pratiques et il met la main à la pâte, si vous voulez. Il se dépense effectivement prodigieusement
tous les jours. Justement au XIXe siècle, et qu'on a intérêt à relire maintenant, car ce sont visiteurs des pauvres, ça, tout le problème social les problèmes sociaux que nous rencontrons, notamment dans notre pays, trouvent des solutions dans cet ouvrage. C'est pour ça que j'insiste sur cette modernité que vous avez bien de la carrière de cet homme. Oui, Mais ce qu'on peut retenir de lui, je dirais, c'est l'inventivité, parce que en même temps, ce n'est pas le même type de misère ou de détresse qu'on peut trouver. On a des évolutions sociales tout de même très différentes. Notre société ne ressemble pas à celle de Gérando, d'Eugène Sue et de la comtesse de Ségur, je dirais. Il est vraiment contemporain de la comtesse de Ségur. Je vous ai lu peut-être aussi les aspects les plus suggestifs par rapport à nos idées contemporaines. Mais je vous ai épargné la lecture d'immenses pages qui nous paraîtraient très désuètes et même peut-être choquantes. non, mais c'est le travail de l'historien. Oui, c'est l'époque. Oui, bien sûr. Vous avez bien montré justement le rôle de sa femme, en particulier pour tout le développement de ses idées. C'est vraiment intéressant, c'est de voir justement toutes ces études au point de vue philosophique. C'est lui, ce qu'il lui apporte plutôt la naissance de la poésie ou de la littérature allemande, parce qu'il était germaniste, il savait l'allemand, mais il n'avait pas la culture allemande directe qu'avaient Pfeffel et Annette de Ramshausen. Non, mais c'était une excellente synthèse, justement. C'est un esprit un peu, disons, européen. Tout à fait. Alors, je ne vous ai pas parlé de ces annales, les histoires de l'Europe. En 1804, il fait des annales de littérature européenne qui sont en grande partie inspirées de Herder et qui met à la portée du public français, en traduisant en français, des œuvres de philosophie et de sociologie historique allemande de l'époque. Grâce à sa femme, justement, il avait une connaissance de la mentalité germanique. Voilà. Avant la guerre de 70. Oui, voilà. Et Gérando était aussi et au royaume de Naples, dans des familles de banquiers, et l'origine était espagnole. La famille, à l'origine, la famille Gérando, oui, oui, tout à fait. C'était un compagnon de Christophe Colomb, qui était botaniste, qui oui, de Christophe Colomb, et quand il est rentré en Espagne, il a été anobli par parmi les rares rentrées des Et ces Gérando, cette branche des Gérando, ils étaient... Oui. Et c'est par le royaume de Naples, justement, parce qu'elle a ouvert un horizon que je ne connais pas, parce que moi, si je m'intéresse à Gérando, c'est à cause de ma femme, malheureusement décédée, mais j'avais pensé qu'ils étaient d'origine de l'Italie, disons, de la région de l'État de Gênes, enfin bon, à la limite, non. Je l'ignorais totalement, ouvrait tout un horizon nouveau avec cette origine espagnole. Ah oui, Et au fond, cette origine espagnole est arrivée, au fond, par la précédente du royaume de Naples. Voilà. Et de Naples, parce que moi je pensais que la famille Gérando s'était installée dans la région de Lyon, au moment où justement pas mal d'Italiens
sont venus avec Catherine de Médicis, qu'elle a épousée là-bas. Catherine de Médicis, d'ailleurs, elle est à moitié française. Et si elle a pu faire une politique, disons, intelligente et active au moment des guerres de religion, en particulier de rechercher. Malheureusement, c'était impossible. C'est parce que, grâce à la comtesse d'Auvergne, elle avait donc toutes les ressources de l'Auvergne et de son comté qui lui a permis justement de mener librement une politique. C'est comme ça, après la mort naturellement d'Henri II, qui a permis justement de jouer ce rôle politique très important et que les dernières études ont surtout réhabilité l'image, disons, de l'image néfaste de la reine que l'on trouve malheureusement encore dans certains films récents et complètement effacée par les études de nos historiens. Alors, la ville de Lyon a toujours été un carrefour et une ville où l'influence italienne par les foires de banque était extrêmement importante. Alors que la famille de Gérando soit implantée à la fin du XVIIIe siècle, clairement à Lyon, effectivement n'est pas, confirme éventuellement leur l'hypothèse de leur origine italienne. De Joseph-Marie était la comtesse Barberi de Rome. La mère de Joseph-Marie. Attendez, quel était son nom? Non. C'était son frère a épousé la comtesse de Barberi. Bon, écoutez, je ne sais pas. Là, je ne suis pas capable de vous répondre. Il s'est marié 2 fois. Alors, je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'avais pas des noms italiens. Enfin, de consonance italienne, en tout cas. Oui. Oui, vous avez cité très rapidement la Société d'encouragement pour l'industrie française. Je voulais savoir si c'était parce que vous n'aviez rien trouvé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le portrait que vous avez montré de Gérando, il y a le fait qu'il est membre de cette oui, vous avez raison. Importante dans la société française de l'Empire et ça a beaucoup marqué et on y trouve tous les gens importants effectivement de ce moment-là et je voulais savoir si vous aviez trouvé des de l'influence de cette société puisque c'était une société qui impliquait beaucoup ses membres dans pour tester des inventions, pour essayer de les porter, etc. Donc c'était ma question, voilà. Mais malheureusement, vous en savez infiniment plus que moi, mais j'ai des excuses, à mesure où je ne suis pas 19e-iste, mais ce que je peux vous apporter, c'est le fait que son adhésion à cette société est dès 1800, l'année 1800. C'est-à-dire que, oui, au moment de la création, et que c'est vraiment... C'est un peu une création officielle qui est encouragée directement par le ministère de l'Intérieur et qui correspond. Alors, ce qui est fascinant, c'est à combien de sociétés Gérando, arrivé à Paris, se trouve membre actif et fondateur et inventeur, si on peut dire. Alors, il est là au cœur d'un renouvellement intellectuel de ces générations qui viennent dans cette brève étape du rectoire et du consulat où, au fond, on se recompose le paysage intellectuel après le bouleversement de la Révolution et où tout est de nouveau possible et sur des bases à réinventer. C'est vraiment un effet de génération. Et Gérando, là, à un moment chronologiquement significatif. 2 années d'école, qui reste de 7 ans.
Quand on regarde la biographie de Poulain, le créateur du chocolat Poulain, qui était issu d'une famille de métayers très pauvres, et ses parents ont fait un devoir pour chaque enfant de leur offrir 2 années d'école pour qu'ils sachent lire, écrire et compter, ce qui a permis alors de Gérando, parce que ces métayers étaient chez des et peut-être la philosophie de Gérando qui était arrivée jusque-là, parce que... Oui, enfin, vous savez, à toutes les générations, l'évidence de la nécessité de l'éducation s'impose. Le XVIe siècle est un moment de création des petites écoles un peu partout. Et il y a une ordonnance de Louis XIV qui impose, qui suppose la possibilité de création de petites écoles dans toutes les paroisses. Et ça vient à 2 siècles avant Jules Ferry, 250 ans avant. Donc, on veut dire que, bien sûr, les intentions ne sont pas nécessairement suivies de création efficace, mais l'idéal de l'instruction, il est, je dirais, enfin, dans les époques, dans l'âge moderne, il s'impose à tout le monde. Au fond, Gérando est un précurseur, est un peu à l'origine. Oui. Oui, vous avez raison. Non, c'est un philosophe chrétien, c'est tout à fait. Quand j'ai abrégé une citation en disant que son but était de développer la bienfaisance par l'administration, eh bien, la première partie du programme était de répandre le bonheur par l'éducation religieuse. C'était la première partie de la phrase. Quand j'étais étudiant, Gérando, par le cours de Jean-Baptiste Durosel, qui était mon professeur à la Sorbonne, sur ce mouvement, justement, qu'il appelait déjà un peu démocrate chrétien. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vraiment un philosophe. Il est profondément chrétien, et j'ai fait le rapprochement, parce que je connais bien la question, avec Camille de Tournon, et ils avaient été choisis à Rome, alors que, enfin, c'est tout de même fabuleux. Le général Radet arrête à la nuit, à 2 heures du matin, le pape pour l'emporter en déportation à Savone, et on implante une administration française dans ces conditions, et des gens comme Tournon et notre héros, si vous voulez, se trouvent être les agents, si vous voulez, de cette répression prodigieuse, enfin, sans exemple. Il y a eu une certaine rupture à ce moment-là entre Gérando et l'empereur. Oui, bien sûr. Enfin, une rupture, non. C'est-à-dire parce que c'est l'empereur qui les nomme. Napoléon a choisi des militants catholiques pour faire passer la pilule, si vous voulez, pour l'adorer. C'est-à-dire que Tournon et Gérando vont aussi loin qu'ils peuvent dans la protection du culte catholique romain, mais ils savent bien que à ce moment-là, Napoléon est excommunié, et Napoléon veut faire passer un deuxième concordat qui ne marchera pas, qui ne sera pas effectif. Non, Napoléon ne peut pas être plus loin dans l'hostilité au pouvoir pontifical. Et Gérando et Tournon sont, bien que profondément philosophes chrétiens, amenés à servir ce pouvoir. Montrer justement l'importance, quelque peu oubliée, d'un homme comme Gérando dans l'histoire de France dans la première moitié du XIXe siècle.
création de l'école des chars, c'est capital. C'est à la base de toute la recherche historique française, c'est à la base. Il continue maintenant. Oui. Et effectivement, enfin, il se trouve que dans d'autres pays, au même moment, on a les mêmes soucis de redécouverte, enfin de découverte plutôt, du passé le plus lointain, comme origine des langues, des civilisations, des institutions. Et on retrouve les mêmes mouvements en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, à peu près contemporains. En Allemagne, les Monumenta Germaniae Historica sont créés en 1819, 3 ans avant l'école des Chartes. En Angleterre, vous avez Walter Scott dans les œuvres, dès les années 1780, font revivre le passé gothique de l'Écosse. Enfin, on retrouve ces mêmes recherches du passé dans l'ensemble de l'Occident européen. Oui. Regardez là, les recherches sur le breton de la tour d'Auvergne de Corée, le premier grenadier de France. Oui. Travail exactement dans le même esprit. Oui. Font partie de ces recherches, justement, des origines des langues, etc. Oui, ah bien, ça c'est la question justement qui était proposée par l'Institut, l'origine des langues et l'origine des signes, puisque les signes sont les premiers éléments des langues. Insister. Parce qu'il est important, justement, tout cet aspect philosophique qui était... Ma femme s'y intéresse énormément. Moi, je l'ai l'esprit majoritairement historique plutôt que philosophique. Mais ça fait deux bien. Voilà, je pense que Annette est fiancée aussi sur les idées de Gérando par rapport aux visiteurs du pauvre. Puisque Annette, quand elle fréquentait les demoiselles de Bercail, à Schoubenvire, il y a le pasteur Oberin qui venait. Et le pasteur Oberin était au banc de la Roche. C'était une contrée en Alsace qui est assez hostile. Et une vache hostile à la vie. Hein. Ah oui. Je veux dire déshérité. Oui, et puis c'est une région très pauvre, où il y avait très peu d'agriculture possible, vu le contexte géographique. Donc, pour les pauvres, une vache était beaucoup plus importante qu'un enfant. Donc, on retrouvait des enfants noyés dans des flaques d'eau, parce que personne ne s'en occupait. Les enfants, ils étaient abandonnés à leur sort. Donc, le pasteur Oberin, il a décidé de créer les écoles du poil. C'est donc, il réunissait les enfants, et il a formé des jeunes filles à apprendre les rudimentaires de la vie aux jeunes enfants, donc à apprendre à lire, à reconnaître les plantes et tout. Et je pense qu'à travers Annette, il s'est beaucoup inspiré des travaux du pasteur Oberin aussi, pour écrire aussi les visiteurs du pauvre. Autour de ce vieil homme Pfeffel, il y avait toute une sorte d'académie alsacienne. Dans les archives que j'ai trouvées dans mon épouse, il y avait énormément de décorations obtenues par les académies des principaux pays d'Europe, dans toutes les langues. J'ai retrouvé là, et mon fils également, justement tout un dossier justement très épais sur justement toute cette carrière internationale de Gérando, qui était, disons, un personnage européen. Je me suis arrêté dans les années 1820, mais sa carrière s'est poursuivie bien au-delà. Et il était effectivement, vous l'avez dit, il a survécu à tous les changements politiques. Ça veut dire que son autorité, sa générosité s'imposait. C'était, encore une fois, je me répète, c'était pas véritablement un politique. C'était avant tout plutôt un philosophe chrétien.
simplement ceci, et je vous sais également d'avoir insisté sur le rôle de son épouse. Le rôle de son épouse, il a bien introduit par ses relations, bien qu'elle appartienne à une famille noble, pauvre, mais c'était l'essentiel d'ailleurs de la noblesse, en France, même dans les autres pays, c'est que en dehors de quelques-uns, c'était une noblesse pauvre. Et quand on regarde les registres fiscaux dans les communes, enfin, dans l'Auvergne ou dans d'autres, on s'aperçoit que le plus riche du village, c'est pas le noble. Oui, non. C'est un... Très bien. Bien. Merci.